Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes écoutes récentes. J'espère que vous allez bien les maniacs. Pour nous accompagner, eh bien rien tel qu'un extrait du dernier album de Death Angel. 5 ans d'âge déjà pour ce Humanicide de Death Angel. Et bien sûr, si vous avez suivi l'actualité métallique, eh bien c'est la crise au sein de Death Angel, puisque le groupe devait assurer la première partie de la tournée américaine de Wasp. Et finalement, ils se sont désistés, et c'est Armored Saint, que Wasp connaît bien, puisque les deux groupes avaient tourné ensemble en compagnie de Metallica en 1985, déjà aux États-Unis. Donc c'est Armored Saint qui remplace Death Angel, et le premier à être déçu au sein de Death Angel, et le premier à avoir dégainé sur les réseaux sociaux, c'est Will Carroll. Bon, pour faire bref, il a passé une semaine de merde, et l'annulation de cette tournée, c'est la principale raison de cette semaine noire pour Will Carroll, le batteur de Death Angel depuis de nombreuses années maintenant. Il a œuvré également comme session man live pour Machine Head, et c'est l'ancien batteur de Ulysses Siren. Voilà. Donc Will Carroll très déçu de ne pas participer à cette tournée, et je pense, bon, tout le monde doit s'en douter, mais que l'application de Mark Osegueda, le chanteur de Death Angel, au sein du projet de Kerry King, sous le nom Kerry King, ça fait beaucoup, à mon avis, pour l'annulation de cette tournée de Death Angel en compagnie de Wasp. Les obligations de Kerry King, qui va tourner toute l'année, à mon avis, ça va faire beaucoup. Mais bon, voilà, Humanicide, c'est le 9e album paru en 2019 sur Nuclear Blast, et on espère revoir Death Angel sur les planches très très vite. Mes dernières écoutes, ah oui, c'est un double album, 3 faces pour Death Angel, et la dernière face, voilà, c'est Wedged. Donc c'est un disque à 3 faces, la 4e, il y a un beau dessin dessus. Voilà mes dernières écoutes, un groupe qui a énormément compté pour Guns N' Roses. Ils sont finlandais, ils auraient pu être Guns N' Roses à la place de Guns N' Roses. Hanoi Rocks, bien sûr, l'album Two Steps from the Mauve, avec la production assurée Bob Ezrin, s'il vous plaît. Bob Ezrin, The Wall, Berlin, Dur Limit, et oui, il a produit Téléphone, Bob Ezrin, Destroyer de Kiss, il a produit Lee Aaron, et donc avec un chanteur aussi charismatique que le Michael Monroe, également saxophoniste, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, Hanoi Rocks avait tout pour réussir. Up Around the Band en ouverture, une reprise du Creedence Clearwater Revival. Mais malheureusement, eh bien, le chemin de Hanoi Rocks a croisé celui de Vince Neil, qui conduisait sa voiture en état d'ébriété, et le passager, la place du mort, eh bien c'était Razel, le batteur de Hanoi Rocks. Donc malheureusement, il y a eu l'accident qu'on sait, et ça a provoqué la mort de Razel et la dissolution du groupe. Par la même occasion, bien triste destin que celui de Hanoi Rocks, avec Samia Farr, Andy McCoy et Nasty Suicide. Ouais, Nasty Suicide. Je voulais revenir également sur le dernier album de Skeletal, car lors de ma vidéo concernant le unboxing de ce nouvel album sur le label américain Hell's Headbangers, eh bien je m'étais un peu emporté sans l'avoir écouté, en affirmant que le groupe pratiquait du death suédois. Eh bien non, ce n'est pas du death suédois, c'est du death metal old school, mais rien à voir avec le death suédois que le groupe pratiquait encore sur ses derniers albums. Là, c'est vraiment, ouais, c'est du death old school, tout simplement. Et très bon, hein. Recommandable. Alors, un groupe dont je n'ai jamais été très très friand, Venom. Mais bon, maintenant ça passe. Le dernier album avec la formation mythique Mantas, Abaddon et Chronos, pour se Possessed en 1985. Et je pense un album important pour les trashers lillois, parce que le groupe était passé à Cambrai en octobre 1985 pour cet album, au Palais des Grottes, en compagnie de Chariot et de surtout Exodus, à l'époque de Bonded by Blood. Donc quand même une belle date culte pour les trashers lillois en 1985, donc cet album, le dernier.
de la formation mythique avant le Résurrection de 1999. 98 peut-être. Pour beaucoup, c'est pas le meilleur, mais bon. Il y a Power Drive, Satanakis, Flytrap, Hellchild. Donc, ouais, j'ai eu énormément de mal avec Venom parce que c'était pas. Ben voilà, Chronos, Abaddon et Mantas. Chronos, bassiste charismatique. Mantas, très bon guitariste. Mais Abaddon, batteur aux fraises. Hein. Mais j'en avais déjà parlé, je pense, lorsque j'avais évoqué l'album Welcome to Hell. Donc voilà, maintenant ça passe beaucoup mieux quand même. Et puis ils ont quand même une flopée de classiques, hein, Venom. Les albums comme le EP. Hein. Ah ça par contre, c'est un album qui m'accompagne depuis de très très nombreuses années. Le premier album de D-Side en 1990, auto-intitulé sur le label Road Racer, avec la production signée Scott Burns, inévitable. First Press s'il vous plaît les Maniacs. Hein. Je tiens à vous le préciser quand même. Avec bien sûr la formation mythique, hein, les frères Hoffman aux guitares, le batteur Steve Asheim qui est bien plus qu'un simple batteur pour D-Side, et Glenn Benton qui se charge de la com avec ses frasques. Et bien sûr un classique, on semble comment dire, ne pas oublier la musique, hein. C'est quand même du super death metal bien blasphématoire, bien evil, donc voilà. Mais est-ce que ça aurait marché sur les frasques de Glenn Benton? N'hésitez pas à répondre, les Maniacs. Glenn Benton et D-Side, ça c'est avec Steve Asheim, mais est-ce que D-Side aurait eu une telle carrière si Glenn Benton ne s'était pas fait remarquer avec ses croyances? Voilà, vous avez 2 heures. Les débuts de Blaze Bayley au sein de Wolfsbane, ou Wolfsbane, en 1989, un album que le groupe a renié, mais bon, grâce à ça, c'est quand même un album qui est sorti sur le label de Rick Rubin, Def American, Def Jam, produit par Rick Rubin, mais le groupe était un peu déçu justement de ces sessions en compagnie de Rick Rubin. Du coup, ils ont enregistré un mini LP vite fait à la suite, et sorti en 90 pour la promotion de la tournée anglaise en compagnie de Iron Maiden, et oui. C'est ainsi que Steve Harris rencontra Blaze Bayley, qui plus tard deviendra le chanteur d'Iron Maiden. Bon, c'est du bon heavy rock, hein, avec un très bon guitariste, influencé Van Halen. Et à l'époque, ouais, on pouvait comparer Blaze Bayley à David Lee Roth. Ouais. Bon, c'était le David Lee Roth du pauvre, hein, David Lee Roth anglais, quoi. Correct. Alors là, on touche au sublime, le premier album de Dio, Holy Diver, suite à l'agréable surprise du concert de Dio Disciples avec Joe et Belladonna, il faut le préciser, ce dimanche, samedi ou dimanche, samedi à l'Alcatraz, je me suis ressorti Holy Diver, qui est vraiment son meilleur album solo. Premier album sorti suite à son éviction au départ de Black Sabbath, pour de sombres histoires de sessions studio pour le mixage de l'album Live Evil. Dio crée le groupe Dio avec Vivian Campbell, le bassiste Jimmy Bain et le batteur Vinny Appice, plus le claviériste français Claude Schnell, et sur ce premier album que des tubes. Hein. Holy Diver bien sûr, Rainbow in the Dark, et vraiment magnifique. Straight Through Heart. Look out! Et enfin, pour terminer, l'unique album de détente, Recognize No Authority, sur le label Roadrunner en 1986. Un album devenu culte parce que c'était une des premières chanteuses dans le style, Miss Dawn Crosby. Il n'y avait pas grand monde à l'époque. Il y avait Sabina Klassen de Holy Moses, et aux États-Unis, donc Dawn Crosby pour cet album, et surtout à la guitare, un certain Ross Robinson, qui plus tard se fera un nom en tant que producteur et qui lancera toute la vague néo-metal avec son son bien
particulier, bien distinct, en produisant notamment Korn, Cold Chamber. Je suis pas un grand connaisseur. Je sais que Deftones, c'était Terry Date de Pantera. Donc peut-être Cold Chamber, donc Korn sûr, et qui d'autre encore super important, Soulfly évidemment, le Soulfly de Max Cavalera. Bon, c'est un bon album, mais je suis pas très convaincu. Bon, je trouve ça mal vieilli en fait. Ça a très mal vieilli. Je me trompe peut-être, hein, les Maniacs. M'en voulez pas, hein, les fans de détente. Mais c'est pas un album que j'emporterai avec moi sur une île déserte. Ok les Maniacs, les trashers nordistes, les Deathsters nordistes, on se revoit demain au Black Lab de Wascal pour le concert événement de Left to Die accompagné de Incantation et Aggressor et surtout la reformation de Dagon. Dagon qui était un groupe de death lillois et qui figurait sur la fameuse compilation paru en 1992 sur le label Reincarnate, Obscurum Per Obscurius. Sur cette compile, il y avait Dagon, Putridophale, Suppuration, Chromades, Sépulcral et Nocturnal Fears. Donc Dagon se reforme. Est-ce le temps d'un concert ou est-ce que ça va aller plus loin? Eh bien, on verra ça demain, les Maniacs. En tout cas, j'espère que vous allez bien surtout et que la vidéo va vous plaire. En tout cas, moi je vous dis à très vite. Ciao les Maniacs!